dis bonjour, toi qui manges les livres. Voilà, bon, suffit maintenant. Bonjour à tous, bienvenue sur Sortilège et Tasse de thé. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour un deuxième épisode. Et cette fois-ci, on va s'intéresser à la littérature, mais à la littérature qui s'écoute. Donc toujours dans le même type de genre que j'affectionne, les polars et la fantaisie principalement. Il y aura un petit peu de littérature jeunesse également au programme aujourd'hui. Donc, littérature qui s'écoute, je ne vais pas vous parler de littérature audio, livre audio sur des plateformes bien connues. Je n'ai pas envie d'être un placement de produit par épisode. Je vais plutôt vous parler des petites pépites que j'ai dénichées qui s'écoutent sur la radio publique, qui peuvent s'écouter sur votre application de podcast ou directement sur le site de Radio France. Plein d'émissions de littérature qui s'écoute, de classiques qui sont mis en scène et qui moi, m'ont beaucoup plu et que j'ai écouté ces derniers temps. Donc, je vous propose de vous partager ça en 3 catégories. Une catégorie polar suspense, une catégorie jeunesse et enfin une catégorie fantastique fantasy. Bien évidemment, toutes les références et les liens directs seront dans la barre de description juste en dessous. Alors c'est parti, on y va. Alors pour commencer cette première catégorie enquête et polar, je voulais vous parler d'un ouvrage que moi j'aime beaucoup, Le mystère de la chambre jaune de Gaston Leroux, qui est un grand classique et qui a été adapté tout récemment par France Culture dans une émission. Donc c'est pas une lecture, mais c'est vraiment une adaptation avec des bruitages, des jeux d'acteurs, etc., etc. Avec une troupe qui s'occupe d'adapter cet ouvrage de Gaston Leroux. Donc c'est très bien fait, c'est très qualitatif. Donc je vous mettrai les références en dessous. Le mystère de la chambre jaune, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas, rapidement, il s'agit d'une enquête qui est menée par un reporter qui s'appelle Rouletabille. Et d'ailleurs, on retrouve pas mal de similitudes entre ce reporter et Tintin. Il me semble que d'ailleurs, dans plusieurs émissions de commentaires, voilà, le parallèle avait été fait avec Hergé. Donc ce reporter va se transformer en enquêteur, il va s'immiscer dans l'enquête de police qui essaye de résoudre la tentative de meurtre de Mathilde Stangerson et de son assassinat futur, parce qu'apparemment elle n'est pas tirée d'affaire, même si la première tentative a échoué. Donc pourquoi le mystère de la chambre jaune? Eh bien parce qu'elle a été agressée dans sa chambre, la chambre jaune, mais on ne sait pas comment l'agresseur a fait pour sortir sans qu'il puisse être vu, puisque la chambre était totalement fermée à clé de l'intérieur et totalement hermétique, sans aucune issue. Donc la question est: comment est-ce que son agresseur a pu sortir et qui est cet agresseur? Voilà, donc il y a plein de zones d'ombre dans la situation. L'ambiance est vraiment très bien décrite puisque l'action se passe au château du Glandier. Donc on a aussi cette ambiance un peu particulière de château, de personnages qui sont très importants socialement. Donc Mathilde Stangerson et son père, qui sont des scientifiques qui font des recherches. Donc je vous conseille vraiment cette écoute qui est absolument fantastique. Vraiment le travail d'acteur et la mise en scène est vraiment très très bien faite. Alors en parlant d'adaptation, je ne peux aussi que vous conseiller le film qui a été fait il y a quelques années avec c'est Denis Podalides, l'acteur qui joue Rouletabille, et il y a un casting absolument incroyable. Le professeur Stangerson, c'est Michael Lansdale, il y a Claude Rich, on a Pierre Arditi, Sabine Azema dans le rôle de Mathilde Stangerson. Donc vraiment, c'est un film aussi qui est très très bien fait et qui a une ambiance un peu désuète comme ça. On a vraiment gardé le cachet de ce roman et l'ambiance un petit peu de l'époque de Gaston Leroux. Donc je vous conseille aussi ce film qui est très très bien fait. Alors on retrouve dans l'adaptation, dans le film et dans l'adaptation radiophonique également, justement à chaque début d'épisode, la fameuse phrase qui est très énigmatique et dont on va connaître un peu la signification à la fin. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Et je me demande si c'est pas l'inverse d'ailleurs. Non, c'est ça.
Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Et évidemment, on a le côté de la déduction pure, le mystère absolument impossible qui est quand même résolu uniquement par de la déduction. Donc ça, c'est le personnage de Rouletabille. Et on retrouve aussi la petite expression de Rouletabille, c'est qu'il faut prendre le bon bout de la raison. Et cet aspect-là fait penser évidemment à Hercule Poirot. Donc Agatha Christie a lu Gaston Leroux et était absolument époustouflée par ce roman, ce mystère de la chambre jaune, et c'est ce qui lui a donné envie d'écrire ensuite, elle aussi, des romans à enquête, des romans suspense. Et d'ailleurs, dans un de ses ouvrages, Hercule Poirot parle justement de cette enquête magistrale absolument rondement menée en termes de déduction. Donc l'expression de Rouletabille, prendre les choses par le bon bout de la raison, c'est tout à fait la philosophie, le credo d'Hercule Poirot et de ses fameuses cellules grises. Alors ça me fait une super transition pour la suite, parce que maintenant qu'on a parlé de Gaston Leroux et du fait qu'il a influencé Agatha Christie dans son écriture, eh bien il y a eu aussi, il n'y a pas très très longtemps, une rediffusion dans une émission qui s'appelle La Grande Traversée, Agatha contre Christie. Donc c'est une émission de commentateurs en fait sur l'œuvre d'Agatha Christie, et à un moment donné, donc l'émission se passe en plusieurs parties et sur 2 épisodes, la fin de 2 épisodes, c'est en fait l'adaptation radiophonique des 10 petits nègres d'Agatha Christie, donc maintenant qu'on n'appelle plus comme ça, qui a été renommé dans les dernières éditions. Ils étaient 10, je crois que c'est ça. C'est une adaptation radiophonique qui est très ancienne et ça ajoute un charme absolument incroyable. Donc c'est la Comédie Française qui a joué pour la radio Les 10 petits nègres, où ils étaient 10. Donc la première diffusion de cette pièce radiophonique date de 1973. Et les acteurs, vraiment, là encore, une grande qualité d'interprétation. Et évidemment, ça fait toujours plaisir de voir une adaptation de ce roman absolument classique d'Agatha Christie. Donc deuxième adaptation dont je voulais vous parler, c'est l'adaptation d'un roman de Fred Vargas. Donc Fred Vargas, voilà, c'est une autrice de romans policiers. Ça c'est un des derniers ouvrages et là c'est plutôt le cycle avec le commissaire Adamsberg, alors que là pour l'adaptation radiophonique, c'est pas justement un cycle Adamsberg, c'est le livre qui s'appelle Debout les morts qui est adapté. Donc avec les 3 personnages principaux, Mathias, Lucien et Marc, donc qui sont des jeunes gens un petit peu qui ont du mal à démarrer dans la vie, qui sortent tous les 3 d'études d'histoire et qui ont du mal à trouver du travail et qui donc se retrouvent à être colocataires dans une très très grande baraque qu'ils appellent la baraque pourrie, à l'abandon, parce que c'est la seule façon pour eux de se loger en banlieue parisienne, d'avoir trouvé ce moyen-là. On est dans le style Fred Vargas, donc très bien documenté au niveau historique. Dans ce livre-là, en fait, elle explore toute la période historique de la terreur avec Robespierre. Et en fait, dans chacun de ses ouvrages, on a à chaque fois une entrée historique qui est développée, déployée. On apprend toujours énormément de choses. Et en même temps, à côté de ça, on a des personnages qui sont complètement délirants. C'est-à-dire des personnages qui ne sont absolument pas vraisemblants. C'est la brigade du commissaire Adamsberg, c'est une brigade qui ne peut juste pas exister réellement. Et là, ces 3 étudiants en histoire, pareil, ce sont des personnages qui sont un peu barrés, et c'est ça qui est vraiment très très drôle, très réjouissant, super marrant à lire, et en même temps on a quand même le côté sérieux de l'enquête et de la documentation historique la plupart du temps. Alors c'est pas très très poussé dans Debout les morts, mais on a un petit peu des éléments avec ces étudiants. Et en fait, ils décident de se partager la maison en fonction de leur spécialisation au niveau historique.
Donc, celui qui a fait des études sur la préhistoire, il se retrouve au rez-de-chaussée. Celui qui est docteur en histoire médiévale, bon, il se retrouve au premier étage. Et celui qui est, donc c'est Lucien, qui est un petit peu dénigré par les autres, en tout cas par l'un d'entre eux, parce que justement, lui, il est spécialiste de l'histoire moderne et particulièrement de la Grande Guerre. Donc lui, il se retrouve au deuxième étage. Et tout en haut, arrive bien après, c'est l'oncle de Marc qui est un ancien commissaire à la retraite, mais qui a plutôt été mis sur la touche puisqu'il il a fait des choses qui n'étaient pas très très légales dans le cadre de son travail. Donc il y a lui, le commissaire Van Dossler, qui va se retrouver, lui, tout en haut, dans les combles, voilà, qui surplombe un petit peu tout ça. Donc, ils ont chacun leur étage pour essayer de se conserver, même en colocation, un espace personnel. Et ils ont une espèce de grande salle qui leur sert de salle du conseil pour les repas, pour se voir, mais aussi quand ils ont besoin au moment de cette histoire d'enquête, de déduction, voilà, grand conseil pour savoir ce qu'on va faire. Et donc, ce ne sont pas des enquêteurs professionnels, mais ils sont plus ou moins télécommandés par l'oncle de Marc, et ils vont se retrouver à mener une enquête parce qu'ils vont être mêlés, évidemment sans le vouloir, à une disparition, la disparition de leur voisine. Leur voisine, c'est Sophia Simeonidis, donc c'est une grande cantatrice qui les voit un peu commencer à retaper leur baraque pourrie, leur demande un service puisqu'elle voit du jour au lendemain dans son jardin un arbre qui n'était pas. Donc elle s'inquiète, elle leur demande de déterrer l'arbre, d'essayer de voir s'il y a quelque chose en dessous, et très vite, quelques jours après, elle disparaît. Donc avec un signalement à la police, son mari ne sait pas où elle est, etc. Et donc il y a une enquête de police qui se met en marche, et donc ils vont se retrouver plus ou moins touchés par cette enquête, puisqu'ils vont être un peu suspectés, donc ils ont besoin aussi de prouver leur innocence, et puis il va y avoir, voilà, des multiples rebondissements jusqu'à ce qu'on sache à la fin le fin mot de l'histoire de cette fameuse disparition. Donc c'est pas le meilleur Vargas, mais les personnages sont hyper attachants, il y a plein de situations qui sont très drôles, et en même temps, il y a quand même la tension de l'enquête, on a envie de savoir ce qui se passe, il y a des petites zones d'ombre, il y a des choses qu'on essaye de comprendre, qui sont pas claires, voilà. Donc on passe quand même un très très bon moment. Voilà. Donc Fred Vargas. Alors juste peut-être deux mots, parce que ça peut aussi peut-être vous donner envie de lire, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas forcément lu d'autres choses de Fred Vargas. Pourquoi c'est bien documenté au niveau historique? Parce qu'en fait, Fred Vargas, elle écrit des romans policiers en vacances pour se distraire. Voilà, il y a des gens, voilà, ils loosent sur Netflix quand ils rentrent du boulot. Ben, elle écrit des romans policiers qui se vendent à des milliers et des milliers d'exemplaires. Donc c'est pour se détendre, elle écrit des romans policiers. Mais en fait, elle est historienne, elle est chercheure au CNRS, et elle est docteure en histoire médiévale. Spécialiste d'ailleurs des grandes pandémies. Donc si vous voulez aller voir, il y a un extrait que Lina a ressorti il n'y a pas très très longtemps d'un de ses passages dans une émission d'Ardisson, je crois, où il y a des petits éléments qui nous font penser à notre situation actuelle, et voilà, sa réflexion d'il y a quelques années n'était pas du tout à côté de la plaque, même si comme ça, elle fait vraiment l'effet d'un personnage un peu burlesque comme ça, et ça se retrouve vraiment dans les personnages de ces romans. Donc là, on a vraiment le côté de ces jeunes gens qui sont historiens et qui sont un peu barrés. Eh bien, on a la même chose dans ces romans avec le commissaire Adamsberg. Donc un commissariat, donc c'est en plus le plus prestigieux, hein, c'est brigade criminelle du quai des Orfèvres. Donc Jean-Baptiste Adamsberg, c'est un commissaire complètement atypique, dans les nuages, absolument pas sur le côté rationaliste de l'enquêteur, mais plutôt sur le côté intuitif. Et dans sa brigade, il a un peu des deux, justement. Il a des lieutenants, des commandants qui sont plutôt dans le côté qui essayent d'être carrés, un peu comme on peut avoir dans l'idée d'enquêteurs de police en brigade criminelle, et puis d'autres qui sont complètement
complètement à l'ouest. Dans sa brigade, il a un hypermnésique, il a des gens qui ont des TOC et qui sont aussi complètement barrés. Mais ils arrivent tous ensemble à résoudre des enquêtes et il a un taux de réussite de ces enquêtes qui est absolument phénoménal et que la plupart de ses collègues ne comprennent pas. Donc on a à la fois l'enquête qui est super intéressante à suivre et en même temps le côté complètement divertissant de cette brigade absolument atypique avec des personnages voilà, complètement incroyables et improbables dans un commissariat et dans une brigade criminelle. Donc je vous conseille vraiment, c'est de la lecture plaisir et c'est vraiment complètement divertissant. Alors, tous les romans ne sont pas de qualité égale, mais au final, on finit tellement par s'attacher à cette brigade et à ce qui s'y passe, voilà, que c'est intéressant. Alors, à la différence de l'adaptation cinéma de Rouletabille, que moi j'ai vraiment bien aimé avec Podalides, je trouve que toutes les adaptations, parce que forcément Fred Vargas elle a vendu énormément d'ouvrages, donc pour le cinéma ou les séries télé, il y a eu des tentatives d'adaptation. Mais à chaque fois, je trouve ça pas bon. Donc, j'en aurais pas à vous conseiller. Je crois que José Dayan avait fait une tentative et c'est ceux qui me semblent le plus réussis. Si on met de côté la réalisation, parce qu'il y a des effets de réalisation qui sont voilà, complètement, je trouve, à côté de la plaque. Mais sinon, en termes de personnages, je crois que c'est Jean-Hugues Anglade qui il faudrait que je vérifie, mais Jean-Hugues Anglade qui fait commissaire Adamsberg. Et là, pour le coup, c'est réaliste. Donc, au niveau des acteurs et des personnages, la version de José Dayan est pas mal. Mais alors, les autres adaptations qu'il y a eu, voilà, il y en a eu quelques autres et je les ai trouvées pas bonnes. Enfin, ça calait pas avec les personnages. C'était des films qui n'étaient pas bons. Donc, voilà, je m'en tiens aux retranscriptions audio qui sont vraiment là. Celle-ci, elle est vraiment bien faite. Moi, j'ai passé un super moment. Et la lecture des ouvrages. Donc voilà pour les conseils enquête et polar. Et donc maintenant on passe à la catégorie suivante, c'est jeunesse. Alors dans la catégorie jeunesse, bon vous l'avez peut-être déjà vu passer, hein, je suis pas en train de dire que je vais vous donner des choses absolument incroyables, mais depuis quelques mois, très régulièrement, France Culture publie des épisodes de Tintin, des adaptations radiophoniques de Tintin, faites par la Comédie Française et elles sont absolument géniales. Donc pour l'instant, il y a 5 albums qui ont été adaptés. Et le tout dernier, Les Bijoux de la Castafiore, date d'il y a quelques semaines. Et alors, ça a été une merveille à écouter. Mes filles ont écouté ça avec moi pendant le premier confinement, les premiers épisodes. Et mais alors, c'était juste incroyable à écouter. C'est d'une très très grande qualité et un vrai plaisir de retrouver les personnages en mode audio comme ça. Donc les 5 épisodes qui ont été adaptés, donc il y a Le Lotus Bleu, Les Cigares du Pharaon, donc Les Bijoux de la Castafiore, Le Temple du Soleil et les 7 boules de cristal. Et à chaque fois, c'est super bien fait. Donc je ne peux que vous conseiller d'écouter pour vous et pour ou avec des enfants ou pas. C'est vraiment une super adaptation. Donc je ne vais pas vous faire le pitch de Tintin quand même. Alors toujours dans la catégorie jeunesse, il y a une autre production en lien avec de la littérature parce que c'est pas vraiment là une adaptation. C'est en fait Ernest et Célestine, mais joué, lu entre guillemets par Daniel Pénac à partir des personnages de Gabrielle Vincent et ou Monique, comment elle s'appelle ? Voilà, Monique Martin. En fait, je ne savais pas. Gabrielle Vincent, c'est Monique Martin. Voilà. Donc, Pénac lit, joue. Donc, c'est un enregistrement qui a eu lieu en public à Avignon. La rencontre d'Ernest et Célestine, il raconte ça. Et c'est donc ça dure quand même un moment, je crois, pas loin de 2 heures. Et ça raconte la rencontre d'Ernest et Célestine. Vraiment, alors c'est pas... c'est vraiment quasiment une production originale à partir des personnages. Et là encore, forcément, c'est hyper plaisant à écouter. C'est très sympa. Donc, je vous conseille, pour faire le lien avec les albums, Ernest et Célestine. Donc, là, je vous en mets quelques-uns là qui sont vraiment des petites
les petites pépites aussi de la littérature jeunesse. Nous, à la maison, on aime beaucoup ces deux personnages, Ernest et Célestine. Il y a plein de choses qu'on peut... des valeurs avec ces albums dont on peut discuter avec les enfants. Voilà, un ours qui est ami avec une souris, c'est juste normalement pas possible. Et pourtant, voilà, ça existe. Donc ça, voilà, sur l'amitié, sur les différences, sur plein de choses, c'est vraiment super intéressant. Ces albums-là sont vraiment d'une grande qualité. Et les dessins sont absolument magnifiques. Quand je disais que j'étais sensible à certains modèles graphiques ou pas, bah là, les dessins de Gabriel Vincent, voilà, moi, je trouve qu'ils sont magnifiques, absolument magnifiques en termes d'illustration et la qualité scénaristique des ouvrages. Donc voilà, c'est super. Donc il y a eu un ouvrage, une adaptation cinéma, Ernest et Célestine. Et je crois d'ailleurs que c'est Thomas Fersen qui avait fait la musique et j'avais beaucoup aimé aussi l'adaptation cinéma. Donc je vous renvoie là pour le coup, cette fois, l'adaptation cinéma est très bien aussi à partir des personnages de Gabriel Vincent. Et enfin, dans la dernière émission, la dernière production radiophonique dont je voulais vous parler dans la catégorie jeunesse, qui nous permet de faire un peu le lien avec la catégorie suivante, fantasy, c'est les aventures de Mowgli. Alors là, pour les aventures de Mowgli, c'est pas une adaptation radiophonique, mais c'est bien une lecture par rapport à ce que j'ai présenté avant. Donc c'est en fait une sélection des nouvelles de Rudyard Kipling du livre de la jungle, mais seulement celles qui concernent Mowgli et qui sont lues en public par Jacques Gamblin. Donc là, c'est super chouette aussi parce que voilà, un acteur qui lit un ouvrage, forcément, c'est le ton, on sent qu'il y a le texte, il devient vivant, les personnages, on les connaît parce que les gens ont de toute façon au moins en tête le Disney, mais là c'est très différent. Il y a une poésie dans cet ouvrage qui sont des littératures de l'imaginaire et qui sont d'une richesse incroyable dans le texte même de Kipling. Et là, mis en mots par Jacques Gamblin dans une lecture, c'est vraiment là encore une production de qualité. Donc ça rejoint, nous on a à la maison cet ouvrage, donc qui est très c'est un très grand format de littérature jeunesse, donc qui a été édité il n'y a pas très longtemps. Donc là encore, c'est un peu le même principe que la lecture de Jacques Gamblin, c'est-à-dire que c'est une sélection des nouvelles qui concernent Mowgli et qui ont été remises dans un ordre quasiment chronologique pour en faire une histoire. Et illustrées, donc je peux vous montrer peut-être quelques pages, voilà quelques illustrations. Alors, on retrouve le texte vraiment de Kipling. Et donc là, on a l'ajout d'illustrations, de très belles illustrations. Donc là, cet ouvrage-là, c'est Justine Brax qui est l'illustratrice de cet ouvrage. Et donc, ça a été traduit et adapté par Maxime Rovert. Et c'est bien une adaptation du livre de la jungle et du second livre de la jungle de Rudyard Kipling. Donc cet ouvrage est vraiment chouette, donc je vous le conseille aussi, peut-être en parallèle de l'écoute de la lecture de Jacques Gamblin. Donc voilà pour la catégorie jeunesse, qui nous fait faire le pont voilà, avec ces animaux qui parlent vers le monde de la fantasy avec la troisième catégorie, plutôt fantastique d'ailleurs que fantasy. Alors la dernière catégorie, une catégorie littérature de l'imaginaire avec un grand classique du fantastique et de l'horreur, c'est Howard Philip Lovecraft. Alors je sais que Lovecraft est un auteur qui est un petit peu problématique du fait de son racisme assez patent dans ses ouvrages. Moi j'avoue, quand je l'ai lu, j'étais très très jeune et je m'étais pas rendu compte de ces aspects-là. Et effectivement, c'est plus récemment, en entendant des commentateurs, etc., et en relisant les ouvrages, que voilà, je me suis dit, ah oui, effectivement, c'est compliqué, ça a été expliqué, j'ai écouté plusieurs émissions sur la question par rapport à le milieu social dans lequel il vivait, l'époque à laquelle il vivait.
Et effectivement, après, on peut faire le choix d'avoir envie de lire cet auteur ou pas. Ça reste néanmoins un grand classique de la littérature. Et si on a gardé à l'esprit, effectivement, que c'est un auteur qui était raciste, qui avait des idées racistes et xénophobes, et que voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir et qu'il faut avoir en tête, évidemment, quand on lit ses ouvrages. Néanmoins, au niveau du fantastique, si on met ça de côté, c'est quand même un auteur assez majeur dans ce genre-là. Et France Culture, là encore, a adapté plusieurs de ses ouvrages, de ses nouvelles, lors d'émissions. Donc là encore, c'est pas de la lecture, donc on est bien sur de l'adaptation. Mais on se rapproche quand même beaucoup de la lecture. Et là encore, je trouve que c'est effectivement très bien joué et que les adaptations, même si c'est pas facile hein, par rapport au roman de Lovecraft, ont réussi à retracer ce qu'on retrouve dans chacun de ses écrits, la découverte progressive de quelque chose d'abominable. Et en fait, il y a une montée crescendo en tension dans le récit qui est très très bien retracée là dans les adaptations radiophoniques. Et donc moi, j'en ai écouté récemment 3 de ces adaptations. Mais je crois qu'il y en a un peu plus, donc si vous cherchez, si vous fouillez sur Radio France, vous allez peut-être pouvoir en trouver. Ça commence à dater un peu, donc il y a des choses qui sont plus disponibles. Donc moi j'en ai écouté 3. La chose sur le seuil, La couleur tombée du ciel, et le dernier c'est le cauchemar d'Innsmouth, mais il ne s'appelle pas comme ça. Voilà, il s'appelle Des ombres sur Innsmouth. Donc ça dure à chaque fois 1 heure. Et c'est la nouvelle qui est jouée, donc il y a bien plusieurs acteurs, voilà. Et ça se passe, on est vraiment sur du récit, c'est vraiment raconté et c'est là encore très très bien fait. Donc si je vous fais rapidement le résumé de chacun, La chose sur le seuil, donc on est dès le début, donc je ne vous spoile rien, dès le début on sait que on assiste à la déposition d'un personnage, donc c'est Daniel Upton, qui nous raconte qu'il a tué son meilleur ami, Edward Derby. Et toute la question est de savoir pourquoi est-ce qu'il l'a tué, qu'est-ce qui explique qu'il en soit arrivé à cette extrémité-là. Et donc, on a cet élément au départ, et puis ensuite on a le flashback de toute l'histoire et qu'on raconte les différentes étapes qui nous permettent d'arriver jusqu'à cette issue fatale. Voilà. Donc ça, c'est la chose sur le seuil. Ensuite, on a La couleur tombée du ciel. Donc là, c'est l'histoire d'un jeune géomètre aux abords d'Arkham qui vient en reconnaissance pour essayer de voir une future implantation, il me semble, au niveau industriel. Et il a entendu parler d'une histoire très bizarre qui s'était passée il y a quelques années, donc il essaye d'en savoir plus. Et il va aller interroger un des habitants. Et cet habitant va lui raconter effectivement qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé d'incroyable il y a quelques années, de tragique et d'absolument effroyable. Et donc lui, il est un des témoins principaux, puisqu'en fait on est dans un milieu rural, donc en fait c'est un fermier. Il va nous expliquer ce qui est arrivé à son ami, son voisin, Nahum Gardner, voilà, il y a quelques années de cela, et dont ils n'ont plus du tout envie d'entendre parler. Donc là encore, on va retrouver petit à petit, il y a vraiment une escalade dans l'horreur, dans ce qui va se passer, dans des choses qui sont absolument terribles, qui sont arrivées à la famille de ce fermier, avec l'appel au fantastique, les déductions qu'on peut faire, parce qu'on ne sait pas tout, on devine des choses, et vraiment on retrouve ce côté crescendo vers l'horreur et l'effroyable. Donc ça, c'est La couleur tombée du ciel. La dernière, que j'aime bien aussi, c'est donc Des ombres sur Innsmouth. Donc c'est l'adaptation de la nouvelle Le cauchemar d'Innsmouth. Et donc là, on a un jeune homme en Nouvelle-Angleterre qui fait du tourisme, qui se balade.
à Arkham. Et donc, il entend parler de cette petite ville, Innsmouth, qui a mauvaise réputation, dont on dit que les gens sont bizarres. Et donc, il se dit, tiens, je vais aller voir. Donc il y va, et il se rend compte qu'effectivement, il y a quelque chose de pas clair dans cette ville. D'ailleurs, on lui déconseille d'y aller. On lui dit non, mais vous ne devriez pas y aller. Et puis en fait, faites en sorte de ne pas y rester la nuit. Revenez assez tôt avec le bus, etc. Il se trouve qu'il a un problème technique et qu'il ne peut pas revenir. Donc il va devoir dormir sur place. Et il va être confronté à la bizarrerie des habitants et à des événements qui vont l'emmener jusqu'à des choses absolument effroyables. Donc là, on entre, on est aussi dans le... on commence à toucher un petit peu l'univers Lovecraftien avec les fameuses créatures, Cthulhu, etc. Donc on a ces éléments dans les ombres d'Innsmouth, et là encore, je trouve que l'adaptation est bien faite. Alors pour Lovecraft, moi j'ai lu effectivement il y a longtemps, et mon expérience de lecture avec Lovecraft, c'était très bizarre parce qu'en fait, j'avais entendu parler de cet auteur, mais j'en savais rien. Et comme moi, je suis plutôt polar enquête, je m'étais dit, tiens, l'affaire Charles Dexter Ward, ça a l'air pas mal, je vais le lire. Et moi, j'ai pensé que c'était une enquête. Donc j'ai pensé qu'on était vraiment dans le côté déduction rationnelle, etc. Et donc, pendant tout le long de ma lecture, je me suis dit, bon là, effectivement, on nous fait croire qu'il y a des éléments surnaturels, mais en fait, on va bien trouver une explication rationnelle. Moi, je faisais le parallèle avec Sherlock Holmes et avec certaines histoires, comme Le Chien des Baskerville, par exemple, où on part sur des idées fantasmagoriques d'une créature du mal qui revient de l'enfer, qui revient hanter les descendants Baskerville, etc. Et donc, je me suis dit, là, voilà, on va avoir la même chose, et puis on va bien se rendre compte que c'est quelque chose de complètement rationnel, et il y aura une explication tangible à tout ça. Et petit à petit, je me suis rendu compte que non, et je suis rentrée vraiment dans cet ouvrage comme ça, en découvrant petit à petit, effectivement, le côté fantastique de cet univers de Lovecraft. Et du coup, ça m'a beaucoup plu parce que j'ai vraiment eu la surprise de cet univers, parce que je trouve qu'au début, on n'imagine pas qu'on est dans le fantastique. Ça commence de manière tout à fait normale comme récit, comme une histoire où il y a des zones d'ombre, on essaye d'expliquer, on essaye de comprendre, mais pas dans le fantastique. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui s'accélère et qui arrive de manière énorme à la fin, quoi. Donc j'ai vraiment aimé cette image-là, et je trouve qu'on retrouve ce schéma-là dans chacun des éléments là, que je vous ai donnés comme référence. La chose sur le seuil, la couleur tombée du ciel et le cauchemar d'Innsmouth, c'est un petit peu, je trouve, le même schéma narratif, et c'est vraiment très intéressant de se laisser porter. Donc voilà pour la dernière catégorie. On arrive au bout des différentes productions radiophoniques de littérature qui s'écoute dont je voulais vous parler. J'espère que ça vous aura plu. Alors ça change un petit peu, ça permet de se frotter de manière un peu différente à la littérature, de pouvoir profiter peut-être de ces temps de trajet ou de moments où on n'a pas forcément le temps de se poser dans le canapé pour prendre un bouquin. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant comme complément à d'autres types de lectures. Et que quand on doit faire des choses au niveau de la vie quotidienne, moi j'aime bien écouter des podcasts ou des ouvrages. Donc par exemple, quand vous aurez vos cadeaux de Noël à empaqueter, eh bien vous pourrez en même temps écouter ces ouvrages et ces pièces radiophoniques. Et voilà, je trouve qu'en plus il y a une ambiance un peu noire qui va bien avec la saison. Donc j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.